J'ai évolué dans une famille où on était fan de rien. Ma mère nous a toujours poussé à faire du sport, mais à la maison, on regardait ni le foot, ni le rugby. Je pense que mon premier match de foot, ça a été quand on a signé le contrat avec le Paris Saint-Germain chez Accor. Donc, je suis pas quelqu'un de fan, tu vois. Donc, oui, c'est un monde de paillettes. Oui, c'est un monde où les gens sont là par intérêt. Mais moi, je me concentre sur l'humain. Bonjour à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, on va plonger dans un skill qui s'appelle la détermination avec, tenez-vous bien, Clarisse Castan, qui est fondatrice de Ginger and Lemon et qui est héroïne de la série Netflix Clarisse dans l'ombre des stars. Elle accompagne des personnalités dans la musique, des célébrités internationales, des grands humoristes et aussi des joueurs équipes de foot. Est-ce que j'ai tout dit, Clarisse ? Je pense que tu m'as très bien présenté. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui et surtout de parler de ce skill qui, je pense, tu incarnes parfaitement bien, la détermination hors norme. Mais aussi, j'ai voulu le faire aussi d'une façon qui te ressemble le plus, c'est allié à une forme d'humanité. Donc cette détermination humaine, et c'est comme ça que j'aimerais qu'on explore ensemble ce skill. Avec grand plaisir. Bienvenue Clarisse. Alors, quand tu pars de ton village de 500 habitants, il me semble. Qu'est-ce que tu veux prouver au monde et à qui exactement ? Je pense simplement c'est pour donner de l'espoir à certaines personnes où on se dit que ce milieu parisien... déjà, Paris, ça peut être une ville qui est difficile d'accès et où c'est pas forcément tous les jours facile de vivre. Et encore plus l'écosystème dans lequel moi j'évolue, qui est celui des célébrités et des marques de luxe, où c'est un monde quand même relativement fermé. Donc c'est de se dire que j'étais absolument pas prédestinée à arriver dans ce milieu-là, que j'ai été élevée bien loin de tout ça, avec... au milieu de la campagne, j'ai pas fait de rallye, je faisais pas partie de certains clubs ou quoi que ce soit qui t'aident justement à rentrer dans cet univers. Donc c'est plus pour inspirer les nouvelles générations, pour inspirer aussi les personnes qui veulent se reconvertir, de se dire que c'est possible. Le facteur clé, effectivement, c'est la détermination et le travail. Et c'est ça que j'essaye de souligner, c'est oui, j'ai grandi dans un village, j'ai grandi en Aveyron. Je connaissais pas Paris, je connaissais pas les grands groupes, je connaissais aucune célébrité et au final j'ai réussi à faire mon écosystème. Ça veut pas dire que ça a pas été dur. Comment tu as fait justement si tu veux, est-ce que avant d'en arriver là, est-ce que justement tu peux nous parler de ton enfance, c'est-à-dire le rapport que tu avais avec ton père, ta mère? Est-ce que tu as reçu justement une éducation qui t'a permis de devenir qui tu es aujourd'hui et qui t'a permis finalement d'arriver à Paris et de rentrer dans ce réseau? Est-ce que tu penses, parce que tu n'avais pas le réseau, tu n'avais pas les clubs, mais justement, est-ce que tu n'avais pas cette éducation qui t'a permis de t'introduire? Je pense que pour tout le monde, l'éducation compte énormément sur notre évolution. Je suis très famille, c'est mon socle encore aujourd'hui. Et il me semble que tu leur parles tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours, c'est ultra important pour moi. Mes parents ont très vite compris que j'étais hyperactive, donc j'avais beaucoup d'activités, que ce soit sport, je faisais aussi de la musique, je faisais du dessin. Mon rêve, c'était d'être styliste, donc j'étais déjà, tu vois, attirée par ce côté mode. J'ai fait tous les sports du monde, je pense. Et il y a autre chose dans mon enfance qui a été très importante, même deux choses. La première, c'est que chez moi, la porte, elle était toujours ouverte. Je me souviens, mes potes, ils allaient manger avec mes parents, j'étais même pas là. L'été, on était toujours 15, 20 personnes à table. Donc, je pense que mon côté humain et mon côté j'ai envie de rendre heureuse les gens, j'ai envie de rendre heureux les gens, ou j'aime pas être seule et j'aime toujours être entourée, ça vient profondément de mon enfance, j'en suis sûre. Et mon rapport à la vie vient aussi de mon enfance. Je suis quelqu'un où je suis très reconnaissante et tous les jours, je me dis que tout peut s'arrêter demain. Quand je suis petite, donc je suis l'aînée, après il y a ma sœur Clémence et il y a mon frère François. Ma sœur, on lui découvre une maladie rare quand elle a 6 ans. Donc elle grandit dans les hôpitaux. Quand elle n'est pas dans les hôpitaux, elle est à la maison avec des infirmières qui viennent matin, midi et soir. Maladie des reins qui est compliquée et sur lesquelles on n'a pas forcément de traitement. Après, on a un incendie
donc on vit pas chez nous pendant quelques temps. Moi, je vis séparée de mes parents pendant quelques temps parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le logement dans le logement temporaire. Exactement. Et là, tu vis où quand tu vis Je vis chez une de mes meilleures amies. Ok. Et ça dure pas très très longtemps, mais c'est un truc qui m'a marqué. Je rentrais en 6e. C'était sympa ou c'était la souffrance pour toi de pas être avec tes parents et d'être chez une copine? C'était difficile de pas être avec ma famille. D'accord. Après, j'étais dans des bonnes conditions, mais c'était difficile d'être séparée d'eux parce que j'ai toujours été très fusionnelle avec ma famille. Après, on a un cambriolage. Après, mon père a une maladie du foie où je me souviens, les médecins l'avaient condamné et au final, il y a un miracle et mon père aujourd'hui est encore là. Puis ma mère tombe malade, elle a un cancer. Et en fait, c'est plein d'épreuves où je me suis toujours dit, en fait, de toute façon, on sera un socle. Et quoi qu'il arrive, on avancera ensemble. Et ça, c'est un truc où je pense que ça m'a permis, de jamais rien lâcher, de toujours me dire que les bons moments, faut en profiter et que tout peut s'arrêter. Et on a énormément de chance aujourd'hui de se lever tous les jours et d'avoir aussi ce cadre de vie. Est-ce qu'il y a eu un regard, justement, dans ton enfance, le regard des autres, qui t'a donné envie, justement, de les détromper? Tu vois, je sais que moi, par exemple, si on me dit « Ah non, c'est pas possible, tu pourras pas y arriver », moi, ça va déclencher en moi quelque chose et me dire « Ah non, mais en fait, si, je vais y arriver », parce que je déteste qu'on me dise que c'est pas possible. Est-ce que toi, justement, dans ton enfance, il n'y a pas quelque chose, justement, que t'as eu envie de dire « En fait, si, c'est possible ». Je pense que je pense que je suis exactement la même que toi. Plus tu me dis c'est impossible, plus j'ai envie d'y arriver. Il y a des choses qui m'ont marqué. Je me souviens en 3e, ma prof principale me disait que de toute façon, j'aurais même pas mon brevet, alors que j'étais relativement bonne élève, mais juste elle pouvait pas me voir. Et ça m'a marqué où je me suis dit je vais pas lâcher. Quand j'étais au lycée, il me poussait vraiment à partir en classe prépa. Et je pense que mon père aurait adoré que je parte en prépa, mais je voulais absolument partir en école de commerce. Et de montrer qu'au final, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait HEC, alors que j'aurais peut-être pu prétendre à ces écoles-là. Mais j'ai préféré une école où je me sentais bien. C'était laquelle ? TBS, c'est l'école de commerce de Toulouse. Ok. Et au final, j'ai réussi à toucher des postes sur le papier qui sont impossibles. Tu vois, directrice de cabinet, normalement, c'est surtout des postes avec des grandes écoles derrière. Ce n'était pas mon cas, surtout que je suis devenue directrice de cabinet à 23 ans. Directrice de quel cabinet ? Chez Accor. Chez Accor. Ouais. C'était ma question. Ouais. Donc, c'était aussi de montrer, je pense que, évidemment, les études, c'est important et l'école est importante. Je vais pas du tout cracher sur l'élite, on va dire. Mais c'est pas... Suffisant. C'est pas suffisant et c'est surtout... Pour moi, rien n'est impossible. Donc, c'est pas parce que vous avez pas fait le top 5 des écoles françaises que vous pouvez pas accéder à des postes importants ou avoir une très belle success story. Tu as dit que tu avais envoyé 150 CV ? Oui. Pour avant Accor. Ça, oui. C'était avant Accor. Alors justement, qu'est-ce qui ferait, si tu veux, la différence, si tu veux, quand tu es enfant, fils d'eux ou fille d'eux, avec des parents qui ont du réseau et quelqu'un qui n'en a pas, le fait que toi, tu aies pu t'introduire, est-ce que tu penses que c'est uniquement la détermination ou il y avait autre chose encore ? Je pense que c'est complètement la détermination. C'est que j'avais cette obsession de rentrer dans un grand groupe et d'être à Paris, et je savais que j'avais pas le choix que de trouver du travail. Donc oui, j'ai envoyé 150 CV, je lâchais pas. Il y a eu des moments ultra durs à cette période-là. Je venais de me séparer de mon mec, pour moi c'était la fin du monde, je me disais je trouvais pas de boulot, je venais à Paris, je connaissais personne, et en même temps j'avais pris des petits boulots à côté, tu vois, pour payer mon loyer. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui reste ultra positive. Donc même s'il y avait des matins où je me disais soit je me suis pris un non, soit j'ai toujours pas de réponse, il y a un moment où je continuais, il y a un moment où ça va se débloquer. Mais le jour où tu envoies ce 150e CV, tu te dis quoi en appuyant sur envoyer ? J'étais un peu découragée. J'avoue que j'étais un peu découragée, mais je lâchais pas et je me... Il y a une scène précise, justement, où tu te dis... c'est ce moment où tu envoies ce 150e CV, où tous les noms que tu as reçus, et tu appuies quand même. Ouais, je me souviens, c'était un de mes meilleurs amis qui m'avait appelé et il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui me voient pleurer. Je pense qu'il y a ma famille et il y a... Oui, t'as souvent le sourire. Ouais. Je suis très... j'essaye d'être très solaire. En tout cas, je mets on va dire un masque qui fait que quand je vais mal, il y a très peu de gens qui vont le savoir.
Et un de mes meilleurs amis, je pense que c'est la première fois où au téléphone, je me suis écroulée en pleurs en disant, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est un moment qui m'a marqué où je pense que j'aurais jamais lâché. Mais justement aussi les pleurs de joie de juste après avoir un entretien, je me souviens, c'était fou pour moi. Juste ça, c'était dingue. Et tu te répètes quoi dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a une phrase que tu te dis qui te permet de tenir, qui te permet de continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose, une croyance, une phrase ou quelqu'un à qui tu parles qui te donne envie de... Je parle énormément avec ma famille. Je crois, on va dire, à tout ce qui est énergie positive, à l'univers. Et je suis aussi croyante. Donc, je pense qu'il y a des choses où je me dis, bon, il y a un moment où si tu gardes la foi, ça va finir par le faire. Tu bosses le jour, le soir, la nuit. Quelle était ta pire journée cumulée? Si tu as une scène comme ça à nous décrire... pour faire aussi ressentir, l'intention derrière de ma question, c'est de faire ressentir le prix à payer quoi, au début. Le prix à payer, même quand je commence junior chez Accor, le soir, tu vois, je faisais des petits boulots en call center. Il y avait eu une augmentation de capital de Air Liquide, donc on devait appeler un par un les actionnaires pour savoir s'ils voulaient participer à cette augmentation de capital. La journée, j'étais chez Accor. Le week-end, j'étais en restaurant de 6h à 20h alors que tous mes potes allaient au bar, etc. Donc ça, j'étais un peu triste, mais ça me permettait aussi d'avancer. Et le pire pour moi, c'est quand j'ai fait des inventaires en supermarché, où en fait, ton boulot, c'est la nuit. Je sais plus à quelle heure on était convoqués, mais c'était tard et c'était toute la nuit où tu comptais un produit par un produit, quoi. Et ça, je me souviens qu'il y avait des moments où j'étais ultra épuisée et j'en pouvais plus. Quand tu rentrais chez toi, tu rentres à 3h du matin chez Exactement. toi, tu te dis quoi à ce moment-là quand tu rentres? Tu te dis que t'espères que ça va passer et que c'est que temporaire. C'est comme ça aussi que tu tiens, tu vois. Ton corps, il a déjà lâché? Mon corps, il a lâché plusieurs fois. Il a lâché plusieurs fois et surtout en fin d'année dernière. Ce qui m'a permis de prendre aussi énormément de recul. En fait, le truc, c'est que je me sens ultra chanceuse de la vie que j'ai. Je suis hyper passionnée, je suis heureuse de me lever tous les matins, etc. Et je suis hyper active, donc j'ai aucun problème à très peu dormir. C'est pas mon corps, il va lâcher parce que mentalement, ça va pas. C'est vraiment parce que je me suis épuisée, on va dire, physiquement. Donc, en fin d'année, c'est vrai que je voyageais beaucoup, je dormais pas beaucoup, je sautais les repas, etc. Et donc, je pense que je m'écoutais pas. Jusqu'au jour où je vais à l'anniversaire de Léna, situation. Et déjà, la journée, je me sentais pas bien. Et ça faisait déjà 2 semaines, je me sentais pas du tout bien. Et je carburais au tramadol. Parce que j'avais eu une opération, il me restait de tramadol. Donc je me disais, allez, tu vas prendre un petit antidouleur et ça va aller. Moi qui d'habitude prends aucun médoc. Et donc je vais à cet anniversaire. Je rentre tôt parce que je me sens pas bien. Et je me dis, allez, tu vas prendre un tramadol, ça va te faire dormir. Et demain, c'est dimanche, tu vas rester tranquille et reposer et te récupérer. Sauf que je crois que c'est à 2h du mat, je me réveille alors que j'avais pris un tramadol qui est un antidouleur quand même relativement fort et je peux plus bouger. Je ne peux plus me lever. Donc c'est genre, mon corps ne répond plus. Et là, j'appelle les pompiers. Donc pour que moi, j'appelle les pompiers, c'est vraiment un truc... oui. C'est vraiment que je suis au bout de ma vie. Tu n'es pas chochotte. Ah non, c'est que j'ai peur pour ma vie. Ouais, c'est que je me dis, je ne peux plus bouger. Je flippe vraiment. Et voilà, et les pompiers débarquent et ils m'emmènent à l'hôpital et je suis restée quelques temps pour... en fait, ils se sont rendus compte que j'avais une infection au rein qui devait traîner depuis quelques temps et que j'avais laissé, en fait. Que j'avais laissé. Et comme je suis quelqu'un aussi qui a un souci au poumon, j'ai une insuffisance respiratoire, mais qui est relativement bien contrôlée. En fait, je pense que mon corps ne répondait plus. Et en fait, cet épisode-là, c'est pas le seul, mais ça m'a permis de me dire, ok, j'ai énormément de chance. Et comme je suis très engagée avec des assos où il y a des petits qui sont atteints du cancer, ou même quand je vois ma sœur avec sa maladie, etc., moi, je me sens en bonne santé et je me sens hyper chanceuse. Donc, je me dis, tous les jours, je peux me lever, tous les jours, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de contraintes, etc. Alors que eux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, limite, j'ai aussi envie de profiter pour eux. Et c'est juste que parfois, ton corps, il te Parce que tu te sens chanceuse, en fait. Bien sûr. Je me sens ultra chanceuse. Est-ce que tu penses pas, le fait d'être chanceuse, est-ce que tu penses pas aussi que c'est... tu sais, moi, quand je parle de talent et de compétences, quand on parle de détermination, finalement, c'est pas un choix. En fait,
c'est un besoin en fait Ouais. chez toi et t'as pas le choix en fait. Tu peux rien, t'es faite de cette façon et tu penses pas que c'est tellement fort que chez toi que finalement tu en payes aussi le prix et que parfois ton corps il lâche parce que t'es tellement obsédé par ce besoin d'avancer, de réussir que finalement t'en payes aussi le prix parce que ton regard il est pas assez focus aussi sur toi. Je pense que tu as complètement raison. Le regard est très peu focus sur moi. Quand tu me demandes ce qui me rend heureuse, c'est vraiment de rendre les gens autour de moi heureux. Et je suis aussi une obsédée du travail et une obsédée des objectifs. Et ça, tu vois, je me dis, j'ai pas encore atteint un objectif que limite je vais y être proche, je vais déjà penser au suivant. Et je pense que c'est très difficile aussi pour mon entourage parce que du coup, je peux être pas dans une insatisfaction permanente, mais je vais pas prendre le temps de célébrer certaines choses qui sont ultra importantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris notamment avec mon épisode compliqué quand je suis à l'hôpital. Ça m'a appris de encore plus profiter, de prendre le temps aussi parfois de célébrer et de faire aussi un maximum de tri dans mon entourage, qui n'était pas forcément le cas à un moment, tu vois. Alors justement, il y a détermination et énergie, parce que tu peux avoir des personnes qui ont une détermination qui est très forte et qui ont une énergie basse. Ouais. Ou alors les deux. Alors, toi, c'est quoi? Est-ce que tu as à la base, parce que tu disais que tu étais hyperactive, donc à mon avis, ton énergie, elle est haute déjà, donc ça aide ta détermination. Ouais. Comment tu fais pour la préserver, cette énergie? Parce que moi, j'aime pas parler de temps. Ça veut dire que beaucoup de gens disent fais attention à ton temps, j'ai pas le temps. Plutôt fais attention à ton énergie. Toi, comment tu fais pour faire attention à ton énergie pour qu'elle serve ta détermination? Je sais même pas si je réfléchis à ça. Je réfléchis. Sûrement, tu vois, c'est naturel chez toi. Inconsciemment, je pense que je le fais. Mais tu vois, il y a aucun moment où je me dis ok, comment je vais faire pour que mon énergie elle soit utilisée à bon escient. Ça, c'est un truc où j'ai jamais pris le temps de prendre le recul et je pense qu'il y a un moment, j'aurais pas le choix que de le faire. Mais ce qui m'aide énormément, c'est déjà de faire du sport tous les jours, de passer du temps avec... Tu fais quoi comme sport tous les jours? Pas mal de cardio. Quoi, c'est tu cours ou c'est en salle? En salle. Avant, je courais pas mal, mais je sais pas. J'ai couru énormément pendant le Covid et j'ai fait les 10 km des JO. Et j'avoue que, je sais pas, en fait, je crois que j'aime pas trop courir. Donc là, je me suis plus mis... je fais un peu du cardio à la salle, corde à sauter, et un peu de muscu. Moi, j'ai juste besoin de me dépenser, en fait. Et ça, tu le fais seul? Ou t'as un coach? J'ai un coach. Tous les jours, tu vas à ta rendez-vous avec ton coach et tu fais ta musculation et ton cardio. Ouais. Et ça te permet quoi? De maintenir ton énergie, ta confiance? Moi, alors là, si je te pose des questions, parce que je me suis lancée, moi, un challenge cet été. J'ai fait d'autres sports, mais pas la salle et la musculation. C'était quelque chose que je détestais. Et je me suis mis un challenge depuis le mois de juillet, c'est d'en faire tous les jours, là, pendant cet été. Et je l'ai fait. Parce que je me suis documentée sur le renforcement musculaire et le renforcement musculaire en fait développe la confiance en soi, parce que moi je documente beaucoup en fait sur le sujet de la confiance en soi et je m'en suis rendu compte en fait. C'est plus je le pratique et plus t'es ancré, t'es plus dans le présent et plus t'as confiance. Mais tu vois, je savais même pas. Et c'est pour ça que je te demande, donc toi tu l'as parce que c'est naturel pour toi donc. Parce que tout simplement c'est le moment où je décompresse. C'est le moment... En fait, pour moi, le sport, c'est ma drogue psychologique. C'est le moment aussi où je vais essayer de pas avoir mon téléphone. Tu vois, où je vais pas regarder mon téléphone. Pendant 1 heure, tu te déconnectes de ton téléphone. Et je suis concentrée sur moi. Ok. Si tu avais ignoré le signal, tu sais, où tu es à la maison, où tu penses que tu vas presque mourir, si tu avais ignoré ce signal, tu serais allé où, à ton avis? Je serais allée où? Tu serais comment, en fait, si tu peux... Je pense que c'était juste retarder le problème. Je pense que j'avais atteint un truc où c'était pas bon pour mon corps de très peu dormir, de sauter des repas, de voyager beaucoup, d'être en décalage horaire. Et c'est vrai que je me souviens, je pense que ça faisait à peine une semaine que j'étais rentrée des États-Unis. J'arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle, je prends une douche, je pars direct en meeting. Il n'y a pas de je rentre chez moi, je vais défaire ma valise et je repars. C'est... À quoi tu dis non? Direct. À quoi je dis non? Avant, je pense que je disais non quasi à rien. Enfin, en tout cas, j'essayais de faire plaisir à tout le monde. Maintenant, je dis non à toutes les personnes que je n'aime pas, dans le sens où des personnes qui me sont pas proches. Et je dis non aussi à tout ce qui n'est pas pertinent pour mon business. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles Ok, je alors fais sur la attention. première, quand tu dis je dis non à... C'est tu dis non à des personnes que tu ne connais pas ou tu dis non à des personnes qui finalement ne partagent pas tes valeurs?
Les deux. Les deux. Alors, ceux que tu connais pas, ok. Et ceux qui partent, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est pour toi non négociable et pour lequel tu peux dire non? Pour moi, déjà, tout est centré sur l'humain et donc la façon d'être. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une très bonne intuition. Donc, tu te fies à ton intuition? Ouais, énormément. Énormément. Donc, je vais avoir un ressenti. Et je pense que, en fait, pour moi, avant, je vivais dans un monde de bisounours où tout le monde il était gentil, tout le monde il était beau, tout le monde il était bienveillant. Sauf que ces dernières années, j'ai quand même eu pas mal de trahisons. Ça veut pas dire que j'ai changé ou que je suis devenue méchante ou quoi que ce soit. Je resterai toujours gentille, je resterai autant que je peux solaire, digne, etc. Ouais. Parce que c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis née, c'est comme ça que j'ai évolué. Juste, je suis devenue beaucoup plus lucide et moins naïve. C'est ça le point. Donc quand je te dis, je réponds non à des gens que je connais pas, c'est juste, je vais pas dire... S'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Clarisse, est-ce que tu peux nous aider ?» Je serai la première à tendre la main. Mais j'ai mis en place des limites parce que sinon, je me faisais bouffer. C'est quoi pour toi une trahison? Quand tu dis... parce que les trahisons peuvent être différentes d'une personne à une autre, celle que toi, tu as vécue. Qu'est-ce que tu as considéré comme trahison? Est-ce que tu as une anecdote, un exemple qui a été une trahison, vécue comme une trahison pour toi? Si tu parles du pro, pour moi, c'était pas forcément des trahisons, mais ça a été des coups difficiles. J'ai été surprise vraiment hyper bien par des gens où je pensais jamais qu'ils allaient me tendre la main. Et ça a été les premiers à m'appeler en me disant « Clarisse, on va te faire travailler. Quand tu quittes Accor, pas de souci, nous, on est les premiers à bosser avec toi. » Et des personnes vraiment que je considérais comme mes amis proches. Et moi, c'est vrai que mes amis, c'est ma famille, qui m'ont complètement tourné le dos et qui m'ont pas du tout calculé et qui m'ont pas du tout soutenu. Donc ça a été difficile. Et après, c'est plus, oui, effectivement, des personnes plus dans mon entourage proche, des amis qui limite vivaient chez moi, pour qui je payais tout parce que je suis comme ça et ça me fait plaisir, qui du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et ça pour moi, c'est des trahisons. C'est comment tu peux passer autant d'années amis avec une personne et du jour au lendemain disparaître parce que sûrement que je servais plus assez ses intérêts, quoi. Donc ouais. Est-ce que quand tu parles d'intuition, moi je sais que l'intuition de se dire je suis pas à l'aise avec cette personne, pourtant tout le monde me dit qu'elle est sympa, ou je suis pas à l'aise tel endroit alors que bon c'est joli. Je crois que cette intuition, elle est connectée directement à tes valeurs. Les choses non négociables pour toi. Ouais. Est-ce que tu les as identifiées, ces valeurs-là? Je suis pas sûre que je les ai identifiées. Je suis pas sûre que je les ai. C'est inconscient, mais c'est fort. C'est inconscient. Mais il y a la loyauté, il y a la bienveillance, qui sont deux choses pour moi incontournables. Il y a la générosité. Ça, c'est hyper important. On va faire un coucou à Marianne Cros qui justement nous a mis en contact. Et c'est la chose qu'elle a dit sur toi. Elle m'a dit, tu verras, c'est quelqu'un de très généreux. Donc ça m'a fait penser à lui faire un coucou quand même. C'est trop gentil, ouais. C'est trop gentil d'ailleurs de nous avoir mis en contact. Je suis très contente qu'elle nous ait mis en relation. 98% de ta vie, elle est pro. Ouais. Hein? Tu confirmes? Quelle part de toi tu as dû mettre de côté? Je suis pas sûre qu'on met vraiment une part de soi. C'est juste que... Ouais, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices sans s'en rendre compte. C'est juste qu'à des moments de ta vie, tu te prends, entre guillemets, des baffes dans la gueule. Moi, je pense que oui, ma carrière a une place importante et j'ai toujours voulu évoluer professionnellement. Tu vois, je pense que mon rêve il y a quelques années, c'était PDG d'une grande boîte. Au final, tu vois, j'ai tout quitté et je suis partie faire la mienne. Mais... tu demandes à la Clarisse qui a 15 ans, qu'est-ce que je ferais à 30 ans? C'est j'aurais un beau job et j'aurais un mari, mes 3 gosses et mes 3 Golden Retrievers. Et ça, c'est vrai que 30 ans là. 30 ou 31? 30 ans. 30. Ouais. Et du coup, c'est des choses comme ça où tu te dis, sur ma vie perso, je sais très bien que je vais la construire et que je vais avoir mes enfants et que je vais avoir mes Golden Retrievers. Mais j'aurais aimé atteindre, si je peux dire, ces objectifs-là aussi en parallèle. Après, je suis aussi hyper consciente que j'aurais eu des enfants à ce moment-là de la création de la boîte, comment je travaille, ça a été compliqué. Comment je voyage, etc. Ça aurait été compliqué et c'est pas forcément dans ces conditions-là que je veux les accueillir. Mais oui, bien sûr, quand je vois mes amis d'enfance, mes amis d'école, qui eux sont à la limite à leur 2e gosse et moi, j'en ai pas encore un.
Ça te met des petites claques quand mon anniversaire il arrive, etc. Mais ça aussi, j'ai appris à l'accepter et j'ai appris à me dire que chaque chose vient aussi au bon moment. Et l'un va pas sans l'autre. C'est juste la société parfois qui veut te renvoyer un truc en mode tu vois, moi ce qu'on me dit beaucoup c'est non mais Clarisse, tu travailles beaucoup trop, jamais tu trouveras un mec. Moi je travaille autant et entre guillemets je choisis aussi là où j'investis mon temps. Donc oui, je fais beaucoup d'événements, je fais beaucoup de voyages, etc. Mais parce qu'aujourd'hui je préfère ça à être chez moi toute seule. Mais demain je rencontre un mec top avec qui j'ai envie de passer du temps, je peux vous assurer que mon agenda il sera différent. Donc je pense que tout est question de priorité et d'envie. J'ai la chance de choisir 100% mon agenda, quoi. Ouais, mais tu as choisi aussi, si tu veux, l'envie de réussir, elle est là, elle est forte. Donc forcément, que ce soit conscient ou inconscient, ça fait partie aussi de tes priorités. Et c'est important aussi pour nos auditeurs, c'est de comprendre que la réussite, c'est pas du jour au lendemain. Non. Qu'il y a un prix à payer, qu'il y a des sacrifices. Et est-ce que ces sacrifices-là, même si tu n'y penses pas, je pense que quand tu te mets, mais ces sacrifices-là font partie aussi de ta réussite. Quel est le prix à payer que je suis prête, en fait, à payer? Je pense que oui, c'est une volonté de réussir. Et c'est une volonté aussi, je pense, d'indépendance. En fait, moi, de plus en plus, j'ai aussi envie de faire évoluer ce que je peux pour les jeunes générations et aussi pour les femmes. Bien sûr, si je peux donner espoir ou tendre la main à certaines, les aider dans leurs projets, etc., je suis heureuse de pouvoir le faire. Et il y a des moments où je suis sentie très seule, il y a des moments où je me suis sentie sans modèle. Beaucoup de mes modèles, au final, dans le business, étaient masculins. Et j'ai envie qu'on fasse bouger ces choses-là. Tu vois, j'ai du mal encore à comprendre que quand tu regardes en France, 3 ou 4 femmes uniquement sont PDG du 440. Pourquoi il y a autant de déséquilibre dans les salaires, de déséquilibre dans les présences médias, de déséquilibre dans les aides auprès des startups qui vont beaucoup plus à des mecs que vers des femmes. Et tout ça, pour moi, c'est des choses qui doivent évoluer encore. Et là, je parle que de la France. Je suis aussi quelqu'un qui voyage pas mal en Afrique. T'as fait un voyage au Togo? Au Togo, ouais. Togo, pardon. Ouais. J'ai fait Togo, Congo, Côte d'Ivoire. On va en reparler justement un peu plus tard. Tu appelles qui en premier quand tu rentres seule chez toi? Ma sœur, je pense. Ouais. Ma sœur, mon père aussi beaucoup. Et après, mes amis proches. Quand tu organises les soirées justement de ces célébrités internationales, ces humoristes, les joueurs de l'équipe de France, comment tu arrives à rester finalement humaine dans ce décor qui peut paraître artificiel? J'ai évolué dans une famille où on était fan de rien. Ma mère nous a toujours poussé à faire du sport, mais à la maison, on regardait ni le foot, ni le rugby. Je pense que mon premier match de foot, ça a été quand on a signé le contrat avec le Paris Saint-Germain chez Accor. Donc, je suis pas quelqu'un de fan, tu vois. Donc, oui, c'est un monde de paillettes. Oui, c'est un monde où les gens sont là par intérêt. Mais moi, je me concentre sur l'humain. Tu vois, les gens avec qui je travaille, ils représentent quelque chose aux yeux du monde. Et c'est avec eux qu'on travaille. Et c'est avec eux aussi qu'on attire des marques. Et ça, j'en suis pleinement consciente. Mais pour moi, j'apprécie la personne, j'aime la personne et j'ai envie de me démener et d'aller chercher le mieux pour eux parce que c'est des gens que j'aime, donc je me base sur vraiment l'humain et la personne et qui il est. Et je pense que c'est ça où souvent il y a des soucis avec certaines personnalités. C'est l'entourage aussi qui est ultra important. C'est que ça peut transformer complètement une personne. Donc plus tu les traites comme des humains en faisant évidemment attention à ce qu'ils ressentent, leur actualité sportive, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire et ce qui est important pour eux, plus je pense que tu peux perdurer dans cet écosystème. Et surtout, il faut être très conscient que tout est éphémère. Et donc, il faut avoir son socle. Et moi, le fait d'avoir mon socle, ou quand je suis fatiguée, ou quand j'ai envie un peu de me retirer, je pars en Aveyron, là où j'ai grandi, au milieu de nulle part. Je suis tout le week-end pieds nus avec mes chiens et ta famille. Et voilà, et ma famille. Vous me voyez là-bas, ça n'a rien à voir.
Mais alors justement, est-ce que tu dis non parfois parce que, comment dire, c'est quand même des égos surdimensionnés. Les stars, les joueurs de foot, enfin en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et bon, il n'y a pas de jugement négatif. C'est des gros égos parce que c'est des personnes qui sont, ils ont beaucoup de fans. Toi, justement, est-ce que tu arrives à dire non, même si ça peut être tentant financièrement? Ce sera jamais l'aspect financier qui primera pour moi. Ce sera toujours l'aspect humain, 100%. Le nombre de célébrités à qui on a dit non parce que ça fitait pas humainement parlant. Qu'est-ce qui fit pas humainement parlant, par exemple? Quand je rencontre quelqu'un, j'ai mon intuition qui me dit oui ou non. On va avoir une discussion pendant un moment et il y a autre chose, c'est le potentiel que je vois sur la personne. Il y a des gens avec qui le fit il va être super, mais je vois pas de potentiel, du coup je préfère pas travailler avec eux parce que la personne va être frustrée, parce que moi je vais être aussi ultra frustrée de pas atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est un truc, dès que je rencontre quelqu'un, je sais s'il y a fit et je sais s'il y a potentiel et je vais pouvoir l'amener quelque part ou pas. Mais il y a ce côté, je sais que ça renvoie le milieu des célébrités, beaucoup de grosses têtes, beaucoup d'ego, machin, etc. Moi, les célébrités avec lesquelles je bosse, et on les a choisis et ils m'ont choisi aussi, c'est des gens ultra humains. Ils sont tous engagés avec des associations parce que c'est la condition aussi pour rentrer chez Ginger & Lemon. C'est quoi les conditions? C'est d'être... de s'engager soit avec nos associations. Okay. Donc ça va être Ilyes Jadel qui va donner des places pour ses spectacles, ou un Dadju qui va donner des places pour ses concerts, ou certains footballeurs qui vont venir avec nous dans les hôpitaux voir les enfants malades. Ou certains comme Axel Toupane, qui est un ancien joueur de NBA, qui a développé sa propre association pour mettre à l'honneur les jeunes femmes. Donc tout ça, c'est soit on les aide à s'investir sur leur propre asso et on les aide à les faire grandir, soit on a aussi nos assos avec lesquels moi je travaille depuis des années, qui sont l'association AIDA et Tout le monde contre le cancer, qu'on aide. Et après on a toute la partie aussi orphelinat en Afrique, parce que le rêve de ma vie c'est d'avoir ma fondation et je ne pouvais pas laisser ça de côté en construisant Ginger. Donc oui, peut-être qu'il y a certaines célébrités qui ont un gros ego, etc. C'est pas celles avec qui on travaille. Et je pense que pour moi, c'est pas les fans qui créent ça, c'est l'entourage. C'est qui l'entourage? C'est les amis, la famille? Exactement. Pour moi, toutes les histoires où effectivement la personne se prend pour une diva, ou la personne n'a plus forcément les pieds sur terre, c'est parce qu'il y a personne autour qui recadre et qui parle cash. Moi, je peux vous assurer que s'il y a un seul moment où justement je vois quelqu'un partir dans le mur, une fois, deux fois, trois fois, bien sûr, mais parce que ça les aide. Et c'est dans les deux sens aussi. C'est difficile à faire de recadrer ton propre client. T'arrives à le faire? Mais parce que c'est pour son bien. Donc tu te dis ça va être salutaire pour lui et c'est juste que moi je peux pas être autrement. Qu'est-ce qui te permet de pouvoir être cash? Est-ce que parce que au départ, tu as déjà créé un lien de confiance, de bienveillance qui te permet d'être cash? On le crée au fur et à mesure, je pense. Tu le crées au fur et à mesure? On le crée au fur et à mesure, et c'est pour ça que, tu vois, sur ce côté célèbre, il y a des célébrités avec qui je suis plus ou moins proche, mais il y a pas forcément de frontières pro-perso, parce que je partage aussi leur moment de vie. Leur moment de vie. Ouais. Tu as déjà recadré quelqu'un sévèrement? Sévèrement, non, parce que je pense que je suis quelqu'un qui suis pas du tout sévère. Mais oui, j'essaye au maximum de dire les choses parce que c'est pour leur bien. Et après, s'ils veulent pas m'écouter et que moi je me retrouve pas, je m'en vais. Quand une star te demande l'impossible, tu réagis comment? C'est quoi ta méthode sous pression? Je suis jamais stressée. En vrai, je relativise beaucoup. C'est quoi l'impossible? Qu'est-ce qu'on t'a déjà demandé de... Je sais pas, mais pour moi, rien n'est impossible tant que ça touche pas à la santé ou à la mort de quelqu'un. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu peux même faire des voyages dans l'espace, donc rien n'est impossible. C'est toute une question de... Si un de tes clients te dit je vais voyager dans l'espace, ouais, tu lui dis pas non, tu vas trouver un moyen. On va trouver un moyen. Mais après, tout est question de... En fait, on a un gros réseau, donc ça nous permet aussi effectivement d'atteindre pas mal de choses. Et il y a aussi des questions de moyens. Donc impossible, c'est plus, tu vois, et tu le vois dans la série, une personnalité comme Cardi B, qui est une star américaine, qui nous appelle le premier jour de la Fashion Week en nous demandant 9 chambres dans une suite présidentielle, tout au même étage, alors qu'on sait que les hôtels parisiens, et elle veut un palace évidemment, sont déjà en surbooking de partout. Oui, ça c'est des choses qui sont sur le papier impossibles. Et que tu as réussi à faire? Et qu'on a réussi à faire, mais demain on n'arrive pas à le faire. Bon, bah oui, elle va être
vexée et sûrement qu'elle travaillera plus via nos services de conciergerie aussi, mais je vais pas en mourir, quoi. Comment t'as fait pour trouver cette suite avec 9 chambres? Parce que j'ai travaillé quand même pas mal de temps dans le secteur hôtelier et qu'on a des contacts et des personnes qui nous aident énormément. Ok. Dans cet univers, comment tu te protèges ton vrai toi? C'est quoi tes garde-fous? Bon, t'as dit que tu faisais du sport tous les jours, pas d'alcool. Pas d'alcool, discipline. Pas de drogue. Ouais, je suis très disciplinée, même je fais relativement attention quand même à ce que je mange. Et mes proches, mes vrais proches. Et je suis aussi énormément... je pense que ce qui m'anime énormément, c'est aussi l'équipe avec qui je travaille et les clients pour qui on bosse. Aujourd'hui, on a la chance de choisir pour qui on travaille. Donc, il n'y a aucun client aujourd'hui où on va se dire « Ah ouais, non, soit on a la boule au ventre, soit on n'a pas envie de le faire, etc. » Parce que de toute façon, on ne va pas être efficace. Vous êtes combien quand tu dis ton équipe? Là, on est 7 et ça devrait s'agrandir prochainement. Et vos bureaux sont à Paris? Nos bureaux, ils sont à Trocadéro. Ok. Et vous avez combien de clients? Waouh, combien de clients? Je pense que sur la partie marque, on doit en avoir une 20aine. Quand je dis clients, ça veut dire clients récurrents avec qui on travaille de façon régulière. Mais ça veut dire que Accor, je prends en un seul client alors que derrière, il y a 42 marques, tu vois. Bien sûr. Par exemple, ou tu vois, L'Oréal, je te dis... Accor, là, c'est ton client? Ouais. Ok. L'Oréal, tu vois, je vais dire que c'est un client alors que derrière, il y a plein de marques. Du luxe à... Concrètement, tu fais quoi pour eux? C'est quoi vraiment là où vous êtes le plus fort? Sur la partie marque, on fait de la stratégie de communication et on gère aussi de A à Z toute la partie événementielle. Production de contenu, campagne de publicité. Et évidemment, quand ils ont besoin de célébrités, on privilégie les nôtres, mais on est capable aussi d'aller chercher... aux autres. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter une fois où tu as dû trancher entre satisfaire un client ou rester aligné avec tes valeurs? Un exemple concret? La question, mon intention derrière, c'est qui a gagné ce soir-là? Ta détermination ou ton humanité? Je pense que ce sera toujours mes valeurs. J'ai toujours, je pense, été alignée à mes valeurs. Tu vois, il n'y a aucun souvenir où je me dis j'ai eu la boule au ventre de faire ce choix-là. Juste, si tu prends un exemple concret sur l'organisation de l'anniversaire d'Adil Rami, il y a eu un problème sur le plancher. Un prestataire a fait tomber une machine à glace. Bref, il y a eu un trou dans un parquet qui date d'il y a très longtemps. Donc, je crois qu'ils me demandaient 20 000 € à la base pour réparer le plancher. Et en fait, à la base, ils avaient dit à mes équipes, en gros, moi je leur avais dit pas de problème, on gérera ça lundi avec les assurances, mais vous avez ma garantie, etc., que tout sera réglé. Et en fait, la soirée débute et à 22h, les propriétaires me menacent de mettre tout le monde dehors si je paye pas maintenant le parquet. Et ça aurait été moi, Clarisse, je pense que j'aurais joué, entre guillemets, sur le... Ok, bon, on va voir si vous allez vraiment virer 200 célébrités, etc. Mais là, comme c'était pour mon client, et en plus de ça, ce jour-là, j'avais enterré mon oncle, donc j'étais dans un état qui n'était pas le mien. J'ai payé pour être tranquille et régler le souci après. Mais je pense que dans un autre contexte où j'aurais été en pleine forme, etc., et ça concernait pas un de mes clients, mais ça me concernait moi, personnellement, j'aurais eu le courage de dire, écoutez, allez-y, venez virer 200 célébrités et on va voir ce que ça va faire aussi derrière sur les réseaux sociaux. Et là, tu l'as pas fait parce que tu n'étais pas en forme ce jour-là? Je l'ai pas fait parce que j'étais épuisée et je l'ai pas fait parce qu'il y avait mon client. Donc, c'est-à-dire que je faisais cet événement pour un ancien joueur de foot et que si ça avait été un événement peut-être pour moi, j'aurais peut-être eu le cran. Je comprends. Si c'était, tu voulais pas le mettre. Là, je voulais absolument pas que mon client soit impacté. Je voulais surtout pas qu'il soit au courant de ça. Et je voulais simplement qu'on réponde aux objectifs. Nous, c'était de satisfaire notre client et qu'il passe un très bel événement avec ses convives. Donc, je voulais surtout pas faire de scandale ou quoi que ce soit. Tu es très loyale à tes talents. Est-ce que c'est déjà arrivé de devoir lâcher quelqu'un? C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Parce qu'on se retrouvait plus. Et je pense que c'est mieux, justement. Il y a des moments... Pour moi, c'est comme dans toute relation. Il faut avoir l'intelligence à un moment de mettre un stop, parce que je pense que si tu restes alors que tu sens que ça commence à partir en live, ça va se détériorer et tu peux perdre la personne vraiment définitivement.
Donc, et il y a des choses comme ça où je l'ai vu avec certains de nos talents, où il y a des moments où on s'est séparés et au final on a recommencé à travailler ensemble. Donc tout n'est pas définitif, mais je pense qu'il y a des moments où il faut accepter de se dire les choses et parfois de laisser partir certaines personnes ou de nous partir. Quelle est la personne avec qui tu as le plus hésité à collaborer et finalement ça s'est super bien passé? Quelqu'un avec qui j'ai hésité de collaborer? Franchement, j'ai pas d'exemple concret. Moi, je suis toujours ultra contente. Non, c'est plus des secteurs aussi que je découvre. Je pense que quand j'ai démarré ce métier, j'étais énormément dans le sport. Donc, la première fois que j'arrive dans le secteur de l'humour, dans le secteur du cinéma, dans le secteur de la mode. La nouveauté. Tu vois, c'est la nouveauté et ça m'excite. Mais ça me renvoie aussi au fait que j'ai encore plein de choses à apprendre. Tu as le syndrome de l'imposteur quand tu arrives justement dans des univers qui sont nouveaux? Tu ressens quelque chose où tu te dis je dois être à la hauteur Bien sûr. De toute façon, je pense que le syndrome de l'imposteur, on apprend à vivre avec. Donc, il y a des choses qui m'ont aidé, comme le Forbes 30 Under 30, tu vois, qui m'ont donné une légitimité. Il y a Netflix aujourd'hui, au bout de 2 ans d'agence. Mais parlons-en de Netflix. Tu viens de ce village de 500 habitants et tu as une série Netflix à ton nom. Enfin, je veux dire, c'est fou. Et c'est ça où j'ai encore beaucoup de mal à me rendre compte, tu vois. Et c'est là où tu vois quoi, t'as l'impression que c'est un rêve ou que c'est un truc que je n'avais jamais imaginé rêver de ça. Et encore aujourd'hui, tous les jours, tous les matins, je regarde sur Netflix si je suis bien là, tu vois. Alors que ça fait 1 mois que la série elle est sortie. Donc oui, et en plus, au moment de la sortie Netflix, je suis en Afrique et du coup, j'ai pas accès. Enfin, c'est hyper galère. Donc, je suis avec Zoé de mon équipe à lui écrire genre toutes les heures, toute la nuit, on reste éveillé. Et en fait, je pensais que c'était à minuit heure française. En fait, c'était à minuit heure des États-Unis que ça passait en live. Donc, on est resté vraiment éveillé jusqu'à ce que la série soit live et que vraiment j'ai les screens de voir. Comment c'est arrivé cette série? Comment ça s'est fait? Cette série, au début, j'ai cru que c'était une blague. Parce que, comme je te le disais, jamais j'aurais imaginé que c'était possible, tu vois. C'est Media One qui, de ce que j'ai compris, avait déjà échangé sur un concept autour du business et quelqu'un de chez eux qui m'avait repéré un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Media One, Netflix, M6 qui sont venus me chercher. Et j'ai compris que c'était réel quand ils m'ont amené dans les bureaux de Netflix et quand ils m'ont amené dans les bureaux de M6, où là je me suis dit en fait c'est réel. Donc c'est eux qui t'ont repéré en fait. C'est pas quelque chose qui venait de toi. Absolument pas. Moi j'avais pas eu l'idée déjà. Ouais. En toute transparence, donc tu vois je vais pas dire le contraire. Et je pensais même pas que c'était possible. Qu'une boîte de production de l'ampleur de Media One investisse sur moi parce que c'est des coûts de prod, il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient sur cette série, sur un nouveau programme en plus, construit sur mesure, autour de ma vie, et avec Netflix et M6 qui s'associent pour la première fois en France. Tu me dis ça il y a quelques années, je te dis, mais même dans le plus beau de mes rêves, c'est pas possible. Est-ce qu'il y aura une saison 2? On est en discussion. Super. J'espère. Et d'ailleurs, depuis que cette série est sortie, est-ce que tu vois y a quelque chose qui a changé autour de toi? J'imagine que tu es beaucoup plus populaire. Tu sens un avant-après? Je me rends pas trop compte de ça. Je suis hyper touchée des messages que je reçois parce que je crois que ça donne de la force à certaines personnes et c'est ce qui est le plus important pour moi. Mais sinon, rien n'a changé dans mon quotidien. Est-ce que cette série, elle est pertinente pour ton business? Parce que tout à l'heure, tu disais, je choisis ce qui est pertinent pour mon business. Est-ce que... Totalement. Elle nous a déjà ramené du business. Et on est déjà en discussion avec 2 très grosses célébrités pour rejoindre l'agence. Ouais. Super. Et ta maman, elle en pense quoi de cette série? Et ma maman, elle en pense quoi? Ta maman, ton papa. Ouais. Je pense que mes parents... Ils regardent Netflix? Mon père ne regardait pas Netflix, mais il s'y est mis là du coup. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui est loin de tout ça, c'est pour ça que je disais, parce que tu disais, quand je vais chez eux, je déconnecte, je suis pieds nus, je reviens en fait à mon enfance. Donc j'imaginais que tes parents sont pas connectés 100%. Au téléphone, ça fait du bien. Mon père n'avait jamais regardé quelque chose sur Netflix avant qu'il y ait la série sur Netflix. Donc oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont très très fiers. Ouais, je pense qu'ils sont très fiers et c'est un truc qui est, à mon avis, enfin,
de les rendre fiers par cette série, que ce soit eux ou même mon frère et ma sœur, c'est quelque chose qui était aussi important pour moi. Tu es détaché de cette célébrité, de cette réussite. Je veux dire, si demain tout s'arrête, tu ferais quoi? Alors, déjà, moi, j'ai pas fait cette série pour devenir célèbre, que ce soit bien clair. C'est plus pour, je te le disais, inspirer les jeunes générations, parce que je trouve que c'est difficile aujourd'hui de savoir ce que tu veux faire, que les réseaux sociaux ont amené beaucoup de positif, mais aussi du négatif. Mais justement, donc tu es détaché. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que tu es détaché, en fait. Très détachée. Je suis très détachée et je suis devenue aussi... j'ai pris de plus en plus de recul, je suis devenue très lucide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur tout ça, ça dure pas toute la vie. Moi, le rêve de ma vie, c'est d'avoir ma fondation et je lâcherai pas là-dessus. C'est d'avoir aussi ma famille. Ta fondation, ce serait une fondation, pourquoi? Pour enfants malades? Pour les enfants malades et aussi pour créer des orphelinats en Afrique. Okay. Et aussi pour les femmes. Et sur les femmes, j'ai déjà créé Women with Impact en fin d'année dernière, 2024, qui évolue au fur et à mesure là. Donc tout ça, c'est en train de bien bouger et c'est le sens de ma vie, on va dire. Ma famille à moi, avec mes enfants aussi, qui fait partie de mes objectifs. Et je suis très consciente aussi sur... il y aura très peu de gens qui seront à mes côtés si demain j'ai un cancer, si demain Ginger and Lemon ça s'arrête et que je leur donne plus accès à des matchs, à des concerts, etc. Je sais que c'est mes amis qui sont là depuis... Tu as cette lucidité d'esprit. 100%. C'est mes amis qui sont là depuis le collège qui seront toujours là avec moi parce que eux ils m'ont connu avant tout ça et demain je leur dis les gars, Ginger and Lemon j'en ai marre et je vais être caissière à Monoprix ou élever mes moutons sur l'Aubrac ou en Aveyron. Ils seront toujours là à me supporter et ma famille c'est exactement la même chose. Heureuse. En fait, là où je veux en venir, c'est que là ça fait 52 minutes qu'on discute. Je sens pas un manque intérieur, je sens de l'abondance. Parce que le manque fait qu'on va aller chercher quelque chose à l'extérieur pour remplir ce manque-là. Or, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'avoir quelqu'un plutôt qui est abondant intérieurement et donc qui a cette détermination évidemment de réussite, mais je sens un certain détachement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça réussit, parce que ça vient pas combler un vide en nous. Et de ne pas avoir peur que ça s'arrête fait qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de performer. Ouais, il y a ce vrai détachement, parce que pour moi, tout ça, c'était pas un rêve ou une fin en soi, et je sais où est l'essentiel. Et le côté, tu vois, aussi asso me ramène beaucoup. À la réalité des choses. Et je pense que ces derniers mois, je suis devenue de plus en plus lucide sur le vrai sens de la vie, même si je l'ai jamais vraiment perdu. Donc oui, je suis très détachée. Je suis très détachée et je suis très... Et c'est cette abondance qui te permet aussi de dire non à certaines choses, oui, en réalité. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, moi, je marche juste à la passion et à la détermination. Et tant que je suis animée, que je suis heureuse, que j'aime les gens avec qui je travaille et les gens pour qui je travaille, tout va bien. Ton rapport à l'argent, tu navigues forcément dans le luxe, mais toi, c'est quoi ton rapport intime à l'argent ? Qu'est-ce que tu en fais vraiment, en fait, de l'argent ? Quelles sont les valeurs apprises très tôt par rapport à l'argent ? Forcément, tu as dû sacrifier ton confort aussi pour entreprendre. J'ai la valeur de l'argent depuis que mon père m'a obligée à travailler tous les étés depuis mes 16 ans. Donc, je lui faisais grave la gueule parce que tous mes amis partaient en vacances et que moi, j'étais serveuse sur des horaires assez intenses. Dans une ville où il n'y avait personne et je vivais chez le grand-oncle et la grande-tante de ma mère. Donc franchement, je passais 2 mois d'été qui n'étaient pas ceux rêvés par les ados de mon âge. Mais ça m'a appris c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi 50 € quand je demandais à mes parents pour aller à Zara. En fait, il faut une journée pour gagner 50 € à ce moment-là quand je suis serveuse et que j'ai 16 ans. Donc, ça m'apprend la valeur de l'argent. Après, je suis quelqu'un... je sais que je vais pas partir avec. Donc, moi, j'aime partager. Tu es économe ou dépensière ? Je suis pas dépensière, mais j'aime partager. Ok. Tu vois l'argent comme de la liberté ou comme de la sécurité ? De la sécurité, je pense. Vraiment sécurité. Et si tu veux... oui, j'ai un certain lifestyle. Mais là, tu vois, typiquement, mes équipes comptables, administratives, elles sont en train de m'aider à construire tout ce qui est vraiment fondation pour
pour qu'il y ait un équilibre. Quand tu dis tu as un certain lifestyle, parce que j'imagine tes Ouais. clients, c'est des yachts, des soirées privées, des jets. Ton lifestyle à toi, c'est quoi? C'est ça aussi? C'est quoi? Parce que Non, tu- je suis j'imagine que t'es quelqu'un de invité totalement souvent, normal. oui. En fait, si tu veux, c'est que oui, je vais être amenée avec certains de mes clients à partager des jets, à partir dans des 5 étoiles, à vivre une vie que très peu de gens vivent. Je voyage principalement en business alors que mes parents n'ont pas voyagé en business de leur vie. Mais à la fois, je vais prendre un Blablacar, je vais prendre un Ouigo, enfin je m'en fous en fait. Je m'adapte partout, ça je suis très très caméléon. C'est juste que j'ai ce besoin et c'est pour ça que au début tout ça c'était impossible pour moi. C'est au fur et à mesure de comment j'ai travaillé et c'est entre guillemets le prix à payer et à la fois le bénéfice, c'est que maintenant j'ai ma liberté. Ce week-end j'ai envie de partir je ne sais pas où, au soleil, et de me payer Tu peux te le quelques payer. jours off, je peux me le payer. Et j'attends personne là-dessus. Et c'est sur ça aussi, où c'est là que je parle d'indépendance. C'est que aujourd'hui, j'ai besoin de personne pour payer mon crédit. J'ai besoin de personne pour payer mes équipes. J'ai besoin de payer personne. Enfin, mes courses, tout ça, c'est moi qui paye. Toutes mes charges, c'est moi qui paye. Et je paye aussi certaines choses pour mon entourage. Et je suis très heureuse de le faire. Est-ce qu'on t'a déjà mal parlé? On m'a déjà mal parlé. Je reprends les gens ou je ferme ma gueule, ça dépend des contextes. Le truc par contre qui me met hors de moi et que je laisserai jamais passer, c'est quand on parle mal à mes équipes ou quand on parle mal à ma famille. Ça, c'est impossible. Si ça m'atteint moi, c'est comme les critiques, etc. Tant que ça parle sur moi, ça me dérange Donc pas. si un de tes clients te parle mal, mais te vise toi, ça arrive à te Ça va passer dépendre au-dessus. du jour. Il y a des moments où je peux exploser, des moments où ça va me passer complètement au-dessus et je vais serrer les dents. Mais tu Par te dis quoi à ce contre, moment-là en fait? Ça parle plus de la personne que de toi finalement, pour pas En le fait, prendre perso. En fait, je pense que ça va dépendre de l'enjeu qu'il y a avec le client. Ok. Et j'ai aussi très vite le réflexe de soit je recadre, soit si j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, de mettre mes avocats sur le sujet. Maintenant, je réfléchis plus. Je veux plus être... les gens abusent très facilement. Donc, je mets énormément de limites. Je passe autant que je peux au-dessus. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi comme femme et pas forcément aujourd'hui comme agent ou comme la personne qui est au service aussi des célébrités? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace derrière toi? Je pense que l'aspect bienveillance, et je pense que j'ai toujours aussi ce petit rêve de gamine de vouloir avoir un petit impact sur notre monde aujourd'hui et de faire un peu évoluer Quel et genre changer les d'impact, choses. par exemple? Changer quoi? Inspirer les femmes, tu vois, qu'elles aient la force de se dire... D'oser. D'oser, de croire en elles, de se dire que rien n'est impossible, que oui, ça va être dur, mais l'évolution, elle passe aussi par ça. Quand tu disais tout à l'heure, j'ai pas appris à être fan d'eux, est-ce que tu as des mentors? J'en ai 2 et c'est des mecs. C'est qui? C'est Sébastien Bazin qui est le président directeur général du groupe Accor. Et c'est David Layani. De One Point. One Point, exactement. Ouais. Et c'est 2 personnalités que j'admire énormément, qui sont vraiment mes modèles dans le business et qui me conseillent aussi quand j'en ai besoin. Comment tu les... Donc, le premier, je comprends que tu le connaisses, mais comment tu connais justement... Comment ils sont devenus tes mentors? David Layani, par exemple. David, il organisait des dîners avec les lauréats du 30 Under 30 de Forbes. Et il s'avère qu'on était à côté et qu'on a énormément accroché. Et que quand j'ai voulu lancer la boîte, j'ai envoyé un message à David en lui disant « David, est-ce que on peut déjeuner ensemble ?» Et on a déjeuné ensemble et je lui ai demandé des conseils. Et la première chose que David m'a dit, c'est « Tu veux combien ?» Je dis « Mais David, je veux pas d'argent. Enfin, je veux pas que tu investisses dans C'est super, ça veut dire qu'il trouve que ton idée est bonne. Il pensait que j'allais le solliciter pour financer, alors que vraiment, je voulais juste ses conseils parce que c'est un entrepreneur hors pair. Et nos locaux, Ginger & Lemon, sont chez One Point, sont chez David, à Trocadéro. À Trocadéro. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'oublierai jamais de la part de David. Quel est le meilleur conseil qu'il t'a donné? Suis ton intuition et fais avec tes valeurs. Pendant très longtemps, on m'a dit entoure-toi de profils que seniors. Moi, je préfère prendre des profils plutôt juniors, qui ont un savoir-être plus important que le savoir-faire et qui ont la dalle et qui me font penser à moi plus jeune. Donc,
ça concerne pas la partie comptable et juridique parce que ça, c'est une expertise bien à part et ça, on va dire que j'ai des cadors sur ce secteur-là. Mais sur le run, sur le delivery, sur le day-to-day, le management de l'agence, de nos projets, etc., j'ai ce côté où on forme les talents. Et ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas avoir un profil senior qui va nous rejoindre et qui nous accompagnera sur certains sujets. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai roulé comme ça. Sébastien aussi, c'est quelqu'un à qui je demande conseil. C'est des conseils du type... voilà, à un moment, j'avais de la trésor et je ne savais pas trop quoi faire. Et Sébastien, il m'a dit, surtout, tu ne touches pas. Tu gardes pour les mauvais jours. Tu gardes quand tu vas avoir des moments durs, etc. Pour expliquer à nos auditeurs l'importance d'avoir des mentors, est-ce que ces gens-là, en fait, que ce soit David ou Sébastien, donc c'est pas des gens que tu accompagnes, j'imagine, au quotidien, c'est pas tes clients? Enfin, si, à part Accor. Oui, non, mais on n'a pas un rapport que tu peux avoir avec d'autres personnes. Et pourtant, ils sont là, ils t'aident. Est-ce que tu penses qu'ils le font parce qu'ils ont aussi, eux, ce besoin de mentorer, de transmettre, d'aider? Qu'est-ce qui fait, en fait, que tu aies des mentors aujourd'hui? Je pense que c'est 2 personnes profondément bienveillantes. Et qui t'aiment bien, dans le sens qu'ils croient en ton projet. Bien sûr. Sébastien dit toujours, je sais pas si je suis ton parrain, ton oncle, ton frère, ton deuxième père, etc. Mais c'est la réalité, c'est quelqu'un qui déjà m'inspire énormément et pour qui j'ai une reconnaissance éternelle. Et David, c'est pareil, c'est un côté, c'est un côté mentor, c'est un côté inspiration, c'est un côté, on va dire... familiale aussi, où c'est des gens qui m'ont tendu la main et j'espère au maximum pouvoir faire la même chose. Si une fille de ton village, d'Aveyron, t'écoute, qu'est-ce que tu voudrais lui dire là tout de suite? De croire en ses rêves, que ça va pas être facile tous les jours, parce que ça, je veux pas mentir là-dessus, de dire tout est beau, tout est rose, c'est génial, j'y suis arrivée en un claquement de doigts. Non, j'ai pris des murs, j'ai bossé énormément, je me suis couchée à 4h du mat, j'ai eu des trahisons, etc. Mais ça vaut le coup. Si je demande à un de tes clients, ton défaut, il dirait quoi? Mon défaut à un de mes clients? Que j'envoie des mails le week-end et tard le soir. Je pense que c'est ça. Maintenant, il y a une fameuse phrase qu'on met, tu sais, à la fin du mail pour se protéger. Je l'envoie à cette heure-ci, mais vous n'avez aucune obligation de le lire. Je vais la rajouter alors. Moi, j'avoue que mes équipes, elles le savent que j'envoie des messages tout le temps et qu'elles ont pas, enfin, que sur le soir et le week-end, elles n'ont pas besoin de me répondre. Mais mes clients, je me dis, de toute façon, elles le verront quand ils rentreront au bureau. Mais oui, vu qu'on sauve pas des vies, que je suis ni médecin, ni sapeur-pompier, ni infirmière, aujourd'hui, quand j'envoie des mails le soir où il y a aucune notion d'urgence. Donc moi, je le fais parce que je travaille beaucoup et que c'est des moments justement où je suis pas en rendez-vous et je suis off. Mais je demande à personne de me répondre à ce moment-là. Est-ce que tu aurais un exercice à donner pour des personnes qui nous écoutent là, qui veulent développer leur détermination, de persévérer? Un non, ça peut être un oui en fait. Je pense le non pour toi, c'est un oui? Ça dépend. C'est pas un non? Ça dépend. Je vais plus facilement dire ça va être compliqué, mais je vais faire le maximum plutôt que de dire non. Okay. Tu vois. Je vais toujours essayer de trouver des solutions. Mais si je peux donner un conseil, moi je marche beaucoup aux objectifs. Et donc je pense que c'est très lié à la détermination. Donc c'est quels sont les objectifs qui se sont fixés avant la fin de l'année. C'est des trucs tout bêtes, mais je pense que ça t'amène aussi une satisfaction personnelle de te dire ok, je m'étais fixé tout ça, tout ça j'y suis arrivée, sans se rendre malade non plus. Mais ça permet aussi d'avancer. Quels sont tes objectifs sur 2026 2025-2026 2025-2026, de continuer à développer Ginger and Lemon à l'international. On a commencé déjà à bien développer l'Europe et le Moyen-Orient. On a des opportunités aux US, donc à voir. Et c'est d'avancer aussi dans ma vie perso. Tu comptes faire quelque chose en termes d'objectifs? C'est quoi? C'est du dégager du temps? Pour moi, c'est juste un déclic que j'ai eu en fin d'année dernière qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une énergie complètement différente. Avant, je pense que j'étais très fermée, que je m'étais mis une carapace et que c'était très, très difficile de on va dire, rentrer dans mon cercle proche. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile, je pense, de rentrer dans mon cercle proche, mais je suis... Parce que tu fais pas confiance? Parce que je fais pas confiance. Donc, tu as besoin qu'on te prouve... Ouais.
Avant que ouais, ok. Que je donne ma confiance. Ouais. Bah, il y a deux choses. Il y a mes parents qui divorcent au bout de 25 ans de vie commune, où ça m'a énormément marqué. Ça, c'est récent. C'est assez récent. Ça fait 6 ans maintenant. Et ma sœur qui est restée pendant plus de 2 ans avec quelqu'un qui l'a frappée. Et ça, nous, on s'en était pas rendu compte. Donc, quand on s'en est rendu compte et qu'il y a eu tout le procès, etc., c'est un truc qui fait que moi, je me suis dit, ah ouais, non, mais tu peux pas faire confiance. Je peux pas faire confiance, en fait. Merci, Clarisse. Qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode de je sais qu'il en fait très peu, mais je serais très contente que David Layani vienne à ton micro. J'y pensais au moment où tu l'as dit, mais je ne savais pas si c'était lui que tu allais citer. En plus, j'ai travaillé avec quelques personnes. J'ai accompagné des personnes de ces équipes et j'ai rendez-vous. Peut-être que je pourrais te faire un coup parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez OnePoint. Voilà. Mais il n'en fait pas des podcasts. Il en fait très peu, des prises de parole en médias ou des podcasts, très peu. Bon, bah écoute, on va essayer quand même parce qu'il faut rester déterminé. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Clarisse, pour ta générosité, ton partage. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite.